Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité renouvelée. Après Seco, votre émission de débat hebdomadaire sur l'actualité nationale et internationale. Au sommaire aujourd'hui, 3 sujets. Le léger remaniement ministériel intervenu en début de semaine. Les changements les plus importants interviennent au ministère des Affaires étrangères où Olivia Rwamba cède son fauteuil à Karamoko Jean-Marie Traoré, et à la communication et à la culture, Jean-Emmanuel Ouedraogo devient ministre d'État. Des mouvements aussi à l'éducation nationale et au département en charge des mines. Tous les enseignements de ce surprenant remaniement à suivre. Et puis à l'international, entre Paris et Niamey, le divorce est désormais acté. Jeudi, la France a annoncé officiellement la fermeture de son ambassade au Niger. Le lendemain, vendredi, c'est la dernière cohorte des militaires français qui quittaient le pays, mettant ainsi fin à plusieurs mois de bras de fer entre les deux États. Alors, quelle alternative pour le Niger en termes de coopération, décryptage dans un instant. Relations tendues aussi entre le Mali et l'Algérie. Les deux pays ont rappelé chacun son ambassadeur. La situation s'est envenimée depuis mercredi où Bamako a convoqué l'ambassadeur algérien pour protester contre la réception par Alger des rebelles Touaregs combattus par le gouvernement malien dans le nord du pays depuis quelques mois. Le Mali pourrait-il alors se passer de l'Algérie, l'un des médiateurs de cette crise? Nos analystes donneront leur avis. Voici donc les 3 sujets au menu de ce Presse-Éco. Pour en parler, des habitués de ce plateau, Moussa Sawadogo, journaliste et consultant, formateur dans les écoles de journalisme. Bonjour. À côté de vous, nous avons Adaman Bayala, journaliste et formateur dans les écoles de journalisme également. Bonjour, M. Bayala, bienvenue. Bonjour, très cher. À ma droite, Karim Diallo, juriste, administrateur civil, spécialiste en développement institutionnel. Bonjour Karim, merci d'être là. Et enfin, Dr Moumouni Zungrana, enseignant, chercheur, maître de conférences en littérature orale à l'université Joseph Kizerbo. Bonjour docteur, merci de nous rejoindre également. Depuis sa prise du pouvoir en septembre 2022, c'est le 4e remaniement ministériel du gouvernement opéré par le capitaine Ibrahim Traoré. C'est un remaniement assez léger comme enseignement majeur. La chef de la diplomatie burkinabé qui avait déjà servi sous le président Damiba cède son fauteuil. Le département de la communication et de la culture, érigé, lui, en ministère d'État. Quelques chamboulements aussi au niveau de l'éducation nationale. Alors, M. Sawadogo, un remaniement, est-ce qu'on l'a vu venir, ce remaniement? Je dirais que oui. Quand on observe la scène nationale, on sentait que quelque chose devait se passer. Mais comment, quand, là était la question. Mais il faut dire que dans le cheminement normal d'un gouvernement, les remaniements sont des choses, je pourrais dire, normales. C'est-à-dire le premier responsable qui est en charge le management de son équipe peut décider à un moment donné de changer quelques acteurs. Donc, vu sous cet angle-là, je peux dire oui, même si il faut constater que le changement régulier ou bien fréquent des membres d'un gouvernement traduit une sorte d'instabilité, et ce qui n'est pas forcément bien pour la conduite des affaires. Je ne dis pas que c'est le cas de ce qui s'est passé. Il faut rappeler que ça fait plus d'un an. Oui, ça fait plus d'un an, ça fait le 4e. C'est le 4e ouais, mais je pense que ce n'est pas de gros bouleversements, ce sont de petits changements, petits entre guillemets. Et je pense que c'est normal. Dans l'évolution d'une équipe, on fait des ajustements, etc. Par contre, pour ce gouvernement-ci, ce nouveau gouvernement, je pense qu'il y a 2 éléments majeurs. C'est-à-dire que c'est le départ de Mme Rwamba, qui est à la tête de notre diplomatie. Ça, c'est un bouleversement majeur parce que depuis l'arrivée du MPSR 2, nous sommes dans une activité diplomatique très intense avec le changement de partenaires, la constitution de nouvelles alliances, etc. Donc, vous imaginez que la diplomatie burkinabé aujourd'hui tourne 24 heures sur 24. Justement pour ce nouvel ordre que nous voulons créer avec nos pays voisins. Donc changer le chef de la diplomatie
c'est un élément, c'est un signe fort qui est envoyé par le président par rapport à sa vision des choses. Et sur ce cas aussi, la manière dont ça a été fait peut laisser penser d'autres choses, parce que Mme Rwamba était en mission. Voilà, c'est de sa mission là-bas qu'elle a pris. Certains même disent qu'elle était dans l'avion quand le communiqué est tombé. Donc, on a l'impression qu'il y avait une volonté d'aller très vite de la changer. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être qu'on reviendra là-dessus. C'est là que j'ai dit que ce changement, moi, personnellement, ça ne me surprend pas. Quand on voyait la grouille qui se levait au sein de son ministère, et il y avait avec quelques ratés diplomatiques, peut-être qu'on pourra revenir là-dessus. La deuxième chose, si vous permettez, c'est la nomination du ministre Ouedraogo Emmanuel comme ministre d'État. Et là aussi, on reviendra sur ça. Mais on fera déjà un tour de table. Okay. Bayala, là, Olivia Rwamba, elle était, enfin, on va dire, considérée comme le visage de la diplomatie burkinabé depuis l'arrivée du MPSR, même pas deux, parce qu'elle était déjà la ministre des Affaires étrangères du président Damiba. Elle fait partie des rares ministres à avoir survécu au MPSR 1. Là, ce qu'on entendait, c'est qu'elle faisait quand même bien le job. On se demande finalement, qu'est-ce qui a pu militer à ce qu'on la remplace? C'est l'une des plus grosses surprises de ce léger remaniement ministériel. Qu'est-ce qui a pu bien? Il y a déjà des langues qui se délient. Ben, je veux savoir, à raison garder, le temps qu'on ait davantage d'informations, plus sont des allégations. Ben, je dirais que c'est un cas d'école. Voilà quelqu'un qui, passez-moi l'expression, a renoncé à une école. On lui prête d'être une des fidèles, je dirais entre autres passés, de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Guébel Bassolé. Elle aurait fait son école. On lui prête d'avoir intégré le gouvernement de Damiba par son entrée-gens. J'ai envie de dire, c'est quelqu'un qui a renoncé à son école, quelqu'un qui a renoncé à sa personnalité. J'ai même la faiblesse de croire qu'elle s'est découverte sous un nouveau jour, une Olivia Rwamba 2, parce que celle qu'on avait vue sous le MPSR 1 et celle qu'on a vue sur le MPSR 2, ce n'était pas la même personnalité. On a vu une transformée, transfigurée, qui boxait. Et le premier épisode, c'était avec la représentante du système des Nations Unies au Burkina Faso, Bambara Mazi. Après, on l'a vu dans le feuilleton du départ de l'ambassadeur de France, le feuilleton du départ des forces françaises au Burkina Faso. On l'a suffisamment vu sur de nombreux chantiers. Et puis, un des épisodes non moins importants de son passage à la tête de ce département, c'est l'accréditation le même jour d'au moins 13 diplomates au Burkina Faso. C'est un cas d'école, j'ai envie de dire. Les jours à venir nous édifieront. Mais l'enseignement que je tire, c'est que, comme le disait le professeur Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Autre enseignement que je tire de ce léger remaniement. Qu'est-ce que ça dit finalement quand on voit, il faut savoir s'envoyer? Est-ce qu'elle aurait, à votre connaissance, commis des fautes c'est une maxime que je laisse à la sagesse de toutes et de tous. Chacun pourra apprécier. Et puis, c'est un enseignement, j'ai envie de dire. Autre enseignement qu'on peut tirer, c'est que la durée de vie d'un ministre au Burkina Faso, sous l'aide de la transition, est due le temps d'un clignement de l'œil. C'est un fait de paille. 15 mois presque, MPSR 2, 4 remaniements. J'ai envie de dire, quand on fait la moyenne, c'est comme si chaque moins de 4 mois, il y avait un remaniement ministériel. Alors, autre enseignement, c'est que depuis toujours, le MPSR s'est livré à de légers remaniements. Il n'y a pas de remaniement de grande taille. C'est dire que le MPSR a confiance déjà à ceux qui composent son effectif. Et donc, pas question d'aller vers de grands chambardements, comme on l'a constaté avec le dernier remaniement du ROC qui a culminé avec un changement de 19 ministres. Et la confiance, ils font le job. J'ai envie de dire, quand on regarde le statut du gouvernement, malgré tout ce qui s'est dit, c'est un gouvernement de combat. C'est un gouvernement de guerre. Le MPSR a fait son choix.
Et gouvernement de combat qui s'explique aussi par la promotion du mérite. Moussa l'a dit à l'instant avant moi, quand vous regardez le ministre en charge du commerce. Et quoi qu'on dise, il a pris des options qu'il assume et qu'il défend avec dentelle et fioriture. Ce qui lui vaut de passer du rang de ministre au rang de ministre d'État. Il n'y a pas que lui. Quand vous, le ministre d'État de la communication et porte-parole du gouvernement. Je termine également. Oui. Je vais parler de ceux qui ont fait l'objet de promotion. On pourrait ajouter également le ministre délégué en charge de la coopération régionale qui passe désormais au rang de ministre en charge des affaires étrangères. Il y a également le secrétaire général du gouvernement, Jacques Sostène Denguira, qui passe du rang de secrétaire général du gouvernement à la tête d'un grand département ministériel, notamment celui en charge de l'éducation nationale. Pas seulement le secrétaire général de la présidence qui, lui, hérite du secrétariat général du gouvernement. Promotion du mérite, selon Mayala. Docteur Zoungrana, pour vous, avec tout ce qu'on a pu voir, vous avez pu l'observer pendant 15 mois, la diplomatie burkinabé, à ce qu'on raconte, a été, on va dire, beaucoup plus à l'offensive. Récemment, 13 nouveaux ambassadeurs accrédités au Burkina Faso. Oui, il s'est dit quand même qu'elle faisait quand même le job. Pour vous, quelle a pu être ces raisons qui ont milité à son départ du gouvernement? Si vous me permettez, M. Roméo, je voulais d'abord souhaiter une très bonne fête de Noël à tous les chrétiens du monde, et particulièrement ceux du Burkina Faso. Une mention très spéciale à toutes les populations de la province du BAM, notamment Kongoussi et puis Sapsé, qui ont fait un cordon de Kongoussi à Sapsé, soit 15 km, pour attendre nos forces de défense et de sécurité qui revenaient de Djibo, qui sont allés ravitailler la ville de Djibo et la ville de Bourzanga. Ça fait fort et il faut vivre l'événement pour sentir effectivement que nous avons un peuple qui est derrière les armées. Chapeau bas à eux et félicitations, c'est ce que nous attendons, en tout cas de nos populations. Revenons à votre question, je pense que moi je dirais qu'il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Parce que bon, c'est vrai, c'est le 4e remaniement, mais pour moi c'est le remaniement léger, ça veut dire qu'il y a quand même une certaine stabilité. Maintenant, en fonction des événements ou bien en fonction de la vision propulsée par le premier responsable, notamment M. KLM, bon, on essaie de voir qui peut faire quoi à la place de qui. Donc, c'est vraiment un léger remaniement, puisqu'il n'y a que ces 6 éléments majeurs. Hein. D'abord, le ministère des Mines, il y a un changement, le ministère des Affaires étrangères, un changement. Au niveau du ministère de l'Éducation, il y a un changement, et le secrétaire général du gouvernement. Donc, je pense que bon, c'est des légers remaniements. Et là, pour moi, il faut peut-être analyser la chose de manière globale. Parce qu'effectivement, on sent qu'il y a une certaine promotion en tout cas, du mérite. Parce que quand vous prenez tous ceux-là qui ont eu des galons, je pense qu'effectivement, il n'y a pas de débat à la matière. Quand vous prenez par exemple le ministre de la Communication, je suppose, en tout cas, on peut le considérer comme étant, j'allais dire, l'unité de mesure. Sur le cas du ministre de la Communication. Non, c'est juste pour mettre l'accent sur la promotion, en tout cas, du mérite. D'autant plus quand vous le prenez, il a montré quand même une certaine capacité de résilience. Il y a eu beaucoup d'événements qui avaient été programmés, reportés, mais quand lui il est arrivé, en tout cas, il semble être parmi les ministres les plus visibles. Et on peut citer beaucoup d'exemples dans ce sens. Et si j'avais peut-être des options à faire, on constate qu'on est resté avec les 24 postes. Ensuite, il y a un ministre d'État qui vient s'ajouter. Et quand vous prenez l'instance qui gère le pays en ce moment, l'élément phare dans le MPSR 2, c'est surtout la sauvegarde et la restauration. Quand vous prenez la définition de MPSR, les éléments phares, c'est surtout ça. Et la désignation de ceux-là qui doivent occuper le portefeuille de ministre d'État, c'est une orientation. On met l'accent sur, en tout cas, j'allais dire, la restauration du pays avec le ministre d'État au niveau de la Défense. On met l'accent sur la sauvegarde. La sauvegarde, ça veut dire quoi? C'est mettre en valeur nos différentes valeurs, c'est mettre en exergue, en tout cas, tout ce qui peut être comme élément de soubassement pour le développement du Burkina Faso, c'est mettre en exergue le développement endogène, mettre en exergue notre culture. C'est pourquoi il y a un ministère d'État dédié, en tout cas, au niveau de la culture et de la communication. Donc, moi, je pense qu'ils sont dans leur logique. Quand tu prends ce que c'est que les MPSR, par rapport à l'orientation qui est donnée, il y a quand même une certaine logique. Diallo, est-ce que pour vous, c'est
une volonté de changer d'orientation carrément de notre diplomatie. Merci bien, mais avant de répondre à ta question et avec ton autorisation, je voudrais souhaiter une joyeuse Noël à tous les fidèles chrétiens du Burkina Faso et souhaiter que la venue de l'enfant Jésus accorde à notre pays la paix, la stabilité et la concorde sociale. Voilà. Et pour paraphraser un peu Luc, l'apôtre Luc, dans le chapitre 2, verset 14, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Voilà. Merci bien. Oui, mais il faut dire qu'à la lumière des dispositions de la Constitution et aussi de la Charte de la transition, le chef de l'État est le véritable tailleur en chef de l'étoffe gouvernementale. Donc c'est lui qui coule la camisole gouvernementale en fonction de la taille des objectifs qui se fixent et de la vision qu'il a de la conduite des affaires de l'État. Donc je considère que c'est un exercice classique, constitutionnel, normal, et c'est lui qui désigne ses collaborateurs. Et c'est un pouvoir discrétionnaire, il n'a pas à justifier du choix de ses collaborateurs. Par contre, il a à justifier des résultats que ses collaborateurs engrangent sur le terrain au profit des Burkinabés. Donc, de ce point de vue, on peut considérer que c'est un exercice tout à fait normal. Voilà. C'est vrai que depuis que le Premier ministre, Kerem de Tambela, est là, on assiste au 4e remaniement ministériel. Mais ce n'est pas des remaniements en fait en profondeur, comme les autres acteurs l'ont dit. Et je pense que ça, c'est une marque déposée du capitaine Ibrahim Traoré, qui travaille chaque fois à ne pas chambouler son dispositif, qui travaille chaque fois à ne pas désarticuler le dispositif institutionnel qu'il met en place. C'est comme s'il collait en fait les ministres à la tâche, et chaque jour qui passe, chaque mois qui passe, vous pouvez à tout moment quitter le gouvernement. Tout dépend des impératifs qu'il a, tout dépend des détails donc, qui se passent entre acteurs. Parce que nous, on est un peu extérieur à la galaxie, je veux dire, on n'est pas en contact direct avec le sommet de l'État en tant que tel, donc on ne peut pas avoir certains détails qui peuvent justifier certaines décisions. En tout état de cause, je considère que la ministre des Affaires étrangères, Mme Olivia Romba, a fait quand même un bon boulot. Et c'est vrai qu'elle avait la particularité d'avoir appartenu à la fois au pouvoir donc, du lieutenant-colonel Damiba et aussi du capitaine Ibrahim Traoré. Et c'est sûr que lorsque vous êtes dans cette position, c'est une position quand même assez délicate. Parce qu'on ne sait jamais, c'est vrai que la loyauté est un des critères donc, qui est utilisé par les dirigeants en place, mais on ne peut jamais être sûr de certains détails. Ce qui fait que vous êtes forcément sur la sellette et vous pouvez avoir fait un beau travail, mais il faut travailler à faire en sorte qu'à côté de ce beau travail que vous avez abattu au profit du peuple, qu'il n'y ait pas certains détails qui viennent remettre en cause. Mais il faut dire qu'elle n'est pas seule. Dans ce cas, il y a le ministre d'État Bassoman Bazié qui a aussi appartenu à l'ancien gouvernement du président Damiba. Oui, tout à fait. Mais je veux dire qu'il y a certains détails qui peuvent, de l'opération qui peuvent échapper à des acteurs qui sont extérieurs. Voilà. Sinon, du point de vue pratique, on a constaté effectivement que dans le cadre de la création, par exemple, de l'Alliance des États du Sahel, elle a été une des pionnières. Dans le cadre donc de la levée des sanctions de la CEDEAO, des instances communautaires contre le Burkina Faso, en tout cas, elle a fait un bon travail. Ça fait qu'effectivement, le fait qu'elle ait quitté le gouvernement, ça a étonné plus d'un Burkinabé. Moi-même, ça m'a étonné. Mais il peut y avoir des détails qui nous échappent. Et c'est celui qui décide donc de mettre en place l'équipe gouvernementale qui apprécie. Ceci dit, on est libre toujours de choisir ses collaborateurs. Voilà. Mais on est lié par les résultats que ces collaborateurs vont produire sur le terrain. Moussa, les interrogations sont davantage légitimes lorsqu'elle est remplacée par son ancien collaborateur qui était son ministre délégué en charge de la coopération régionale. Certains n'arrivent pas à comprendre qu'elle puisse être remplacée par celui qui l'a secondé. Non, mais je pense que ceux qui se posent cette question, je pense que je pourrais dire qu'ils cherchent des poux sur un crâne rasé. Je pense qu'une fois de plus, il revient au chef de l'État de faire son casting. La question, c'est pas il a remplacé qui par qui, c'est de voir est-ce que la personne qui a été désignée a l'étoffe pour faire le travail. Voilà, je pense que c'est là où la question doit se poser. Mais moi, je vous dis que le départ de Rwamba, contrairement à Diallo, moi, le départ de Mme Rwamba ne m'a pas surpris. Parce que si vous suivez très bien l'actualité du Burkina Faso, vous savez qu'au sein de la diplomatie burkinabé, il y avait des tensions. Rien que le management même du département, il y avait des tensions. On a vu des diplomates qui ont été rappelés, il y a eu des nominations. Bon, voilà, la presse en a suffisamment parlé. Et puis, il y a eu d'autres affaires un peu plus personnelles et tout. Mais toujours est-il que quand on est à ce niveau-là, et surtout à un moment donné où on veut changer de paradigme, on veut changer de partenaire, où effectivement c'est la diplomatie qui doit tourner à fond,
pendant que nos FDS se battent sur le terrain pour reconquérir le territoire, l'autre dimension de la politique extérieure est portée quand même par notre diplomatie. Et cette diplomatie-là, quand même, doit avoir une certaine attitude. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais bon, on sait que ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile, la gestion n'était pas facile. Et je pense que le président Ibrahim Traoré et son premier ministre ont analysé la situation. Et j'imagine que, vu tout ce qui se passait, ils se sont demandé où se trouve l'intérêt du Burkina Faso. Et à partir de ce moment, en tant que premier responsable, ils assument leurs responsabilités. Il désigne qui il veut. Maintenant, comme nous on a dit, on n'est pas là pour justifier qui est meilleur par rapport à qui, c'est au résultat. On verra les résultats, on verra quelle est la nouvelle orientation de la diplomatie burkinabé, parce que même s'il y a un cadre général qui a été défini par le chef de l'État et par le Premier ministre, la personne physique, individuelle, désignée pour porter cette diplomatie-là aussi vient avec son caractère personnel, sa manière d'être personnelle. Donc on verra la situation. Sinon, pour moi, une fois de plus, le départ de Rwamba ne me surprendrait. D'accord. Bayala, Karamoko, Jean-Marie Traoré, hormis la compétence intrinsèque, et ça on aura l'occasion de le juger sur le terrain, lorsque vous regardez la carrure, la personnalité de l'homme qui incarne désormais notre diplomatie, quel commentaire vous en faites? J'ai envie de dire que, vous l'avez dit, hein, il aura l'occasion de nous faire voir ce dont il est compétent, mais il a un passé qui parle en sa faveur. Il a servi à l'Assemblée nationale et il a servi également pour le compte du Burkina Faso à Niamey dans une institution internationale. C'est de là-bas qu'il a été rappelé pour occuper le ministère délégué en charge de la coopération régionale. J'ai envie de dire que c'est tout à fait normal qu'il ait été coopté pour occuper la tête du dit département. Savez-vous, on n'est jamais adjoint éternellement. On n'est jamais ministre délégué éternellement. Alors, quand l'autorité, on l'a dit, le maître des horloges de Koulouba, porte son choix sur quelqu'un, ça veut dire que cette personne réunit un certain nombre de qualités, de critères, de compétences, d'expérience. Ce qui serait étonnant, frustrant, décourageant et épongeant, c'est que vous occupez un poste de ministre délégué et puis après, quand le titulaire part, on fait venir quelqu'un, c'est de nature à tuer votre dynamisme. Ici, on reconnaît ses compétences, on lui donne l'occasion d'assurer la pleine mesure de ses compétences. Voilà ce qu'on peut dire de l'homme. D'accord, Moussa, l'autre changement majeur de ce remaniement, ce léger remaniement, c'est au ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, où Jean-Emmanuel Ouedraogo devient ministre d'État. C'est quand même une première dans l'histoire du Burkina. C'est inédit qu'un ministre de la Communication, de la Culture, généralement, on les appelle les parents pauvres, mais qui viennent à être ministre d'État. On peut dire que c'est inédit. Moi, je pense que c'est justement faisant du ministre Emmanuel Ouedraogo un ministre d'État que le président Ibrahim Traoré donne là tout le sens. C'est un message fort qu'il envoie au Burkinabé. Je pense que c'est là où se trouve le nœud de la gouvernance qu'il veut. Parce qu'un ministre d'État, c'est qui? Un ministre d'État, c'est quelqu'un à qui on donne un membre du gouvernement, à qui on donne un pouvoir et qui répond directement du président. Donc, c'est-à-dire que quelque part, il a forcément accès au président sans même passer par le Premier ministre. Donc, si on lui donne ce pouvoir-là, c'est-à-dire que le capitaine IB fait d'Emmanuel Ouedraogo une pièce maîtresse de son dispositif. Et au niveau de la communication, ce n'est pas étonnant quand on regarde, parce qu'il faut comprendre que l'UMPSR 2, en termes de communication, a adopté et mis en place une communication de guerre. Et la communication de guerre, ce n'est pas une communication de crise, ce n'est pas une communication institutionnelle. C'est clairement fait de l'information, ce que certains spécialistes militaires appellent la 5e dimension de la guerre. C'est-à-dire, voilà. Et du reste, on entend parler de journalistes VDP, etc. Donc, je pense que le message est très clair.
Ici, le message, c'est-à-dire que je replace le dispositif communicationnel au cœur de ma gouvernance. Et celui qui porte cette politique de communication gouvernementale-là, je l'élève à un niveau où il traite directement avec le président. Donc, je pense que là, c'est vraiment un message fort et ce qui me permet aussi de dire ça, c'est de voir comment, quelques jours avant, le président s'est rendu à la RTB. Justement, oui. Voilà, justement, pour féliciter les journalistes et tout. Et quand on regarde ce dispositif, je pense qu'on renforce le pouvoir d'Emmanuel Ouedraogo, on renforce l'emprise de son ministère par rapport au dispositif de gouvernance. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, l'information est encore réaffirmée comme un élément capital du dispositif d'Ibrahim Traoré. Docteur Zoungrana, vous l'avez suivi depuis plus d'1 an, tant au niveau de la communication que celui des arts et du tourisme, de la culture, plusieurs événements organisés par ce département, aujourd'hui ministère d'État. Pour vous, quels ont pu être les éléments qui ont milité en sa faveur pour être aujourd'hui, pour que le président lui accorde aujourd'hui ce grade supérieur, on va dire? Alors, vous savez, quand on prend l'ordre protocolaire, et par importance, il y a ce qu'on appelle le ministre d'État sans portefeuille, qui est le plus important, le ministre d'État, et viendra maintenant le ministre et le ministre délégué. Donc, arrivé au stade des ministres d'État, ça suppose que c'est quelqu'un, comme Moussa l'a dit, qui peut traiter directement avec le président en personne. Donc, ce n'est pas rien, c'est vraiment important. Et quand on nomme un ministère d'État... Sur ce point, dans mes recherches, je suis tombé sur ces notes qui dit que le titre permet de marquer la prééminence de celui qui porte le ministère au sein du gouvernement. Il est placé protocolairement après le Premier ministre et avant tous les autres ministres. Le ministre d'État peut organiser des réunions interministérielles, ce qui est une prérogative normalement réservée au Premier ministre. Les ministres d'État sont régulièrement comparés à des vice-premiers ministres. Allez-y. Tout à fait. C'est pour dire que ici, quand on décide d'accorder ce titre-là à un ministère, c'est que déjà, au niveau national, l'exécutif dit clairement quelle est l'orientation qu'il veut donner, quelles sont mes priorités. Et là, je pense que je l'avais souligné tantôt, contrairement peut-être à ce que, bon, peut-être complémentairement à ce que Moussa dit, moi, sa promotion, pour moi, c'est lié à sa compétence, parce que quand même, il faut accepter que ça a été un ministre très résilient. Et quand on fait des comparaisons, dans son ministère, ça a beaucoup bougé. Et pour moi, lui, par déformation de métier, lui voit la communication, mais moi aussi, par déformation de métier, moi, je vois la culture. Parce que et là où il a été le plus visible et le plus sensible, et où les gens ont beaucoup apprécié, c'est surtout dans le domaine de la culture. Vous vous rappelez que le FESPACO, tout comme la SNC, tout comme la Philo, tout comme le CITO, c'était des structures, c'était des manifestations qui... Il y en a qui avaient été reportés, mais sous lui, malgré la situation, les choses ont été tenues à bonne date et de manière éclatante. Et ça donnait une certaine image du Burkina Faso qui montre que malgré que certaines personnes payent notre pays chaque fois en rouge vif, c'est un pays qui est fréquentable. Et le travail qui est en train d'être fait au niveau de la culture aujourd'hui, c'est vraiment fabuleux. Donc pour moi, je vois ça dans ce sens. Et là, en termes de ministère d'État, si j'avais une analyse à faire, si moi j'étais tombé là, ce que j'attendais de ce gouvernement, c'était en tout cas une anticipation. Parce que si vous faites l'analyse, vous constatez que nous sommes un peu vers l'apogée de la guerre. Et pour moi, il fallait anticiper pour essayer de faire un clin d'œil à l'après-guerre. Et l'après-guerre, ce qui est utile, c'est la cohésion sociale et la réconciliation. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, si on y prend garde, c'est vrai qu'il y a un ministère chargé des affaires humanitaires, du genre et de la cohésion sociale puis de la réconciliation. Mais à mon avis, si je pouvais faire des distributions, moi peut-être c'est ce ministère-là que j'allais élever au rang de ministère d'État. Peut-être au niveau de la fonction publique, bon, pour moi je ne vois plus la nécessité, d'autant plus que si ce n'est pas en dehors de la personnalité de celui qui gère ce ministère, je ne vois pas tellement la priorité. Moi j'allais peut-être orienter le ministère d'État là vers en tout cas le ministère de la culture, oui, plus le ministère des Affaires humanitaires
et de la réconciliation, du genre, de la réconciliation et de la cohésion sociale. Parce que tout simplement, la priorité aujourd'hui, c'est tendre en tout cas vers l'après-guerre. À défaut, si on ne veut pas beaucoup de ministères d'État, j'allais créer un ministère délégué. Du moment où, dans la charte, c'est autorisé jusqu'à 25 ministères, un ministère délégué chargé de la réconciliation et de la cohésion sociale. Parce que ces ministères rassemblent, quand on regarde l'historique, près de 3 ministères, c'est très lourd. C'est vrai, il y a un travail formidable qui est fait. Mais comme nous sommes en période de guerre, si on ne fait pas attention, on risque de se focaliser seulement sur l'humanitaire en oubliant l'autre pan là, qui est un élément très, très, très important. Donc pour moi, même si la personnalité de celui qui occupe la fonction publique fait qu'il doit être ministre d'État, même si on allait faire un certain... En tout cas, on allait bouger les gens à leur place, moi, j'allais laisser la fonction publique, pas ministère d'État à la fonction publique, parce que je ne vois pas la nécessité en ce moment, peut-être au niveau des affaires humanitaires, ministère d'État, à défaut, un ministre délégué. Et là, on va rester dans la cohérence. Puisque quand vous prenez les MPSR, je vous ai dit, il y a trois mots importants. Sauvegarde, restauration. La restauration, la défense, ministre d'État, sauvegarde, culture, important, réconciliation, important. D'accord, allez Moussa. Je voudrais justement dire 3 choses par rapport à ce qu'il a dit. Je pense qu'il n'y a pas de complémentarité. Moi, je regarde sous l'angle du journalisme et toi, tu regardes sous l'angle d'homme de culture que tu es, ce qui est normal. Mais je vais dire attention quand même, hein, parce qu'à force d'avoir beaucoup de ministres d'État, finalement, le Premier ministre, il devient quoi? Parce qu'il faut faire attention. Parce que quand quelqu'un est nommé ministre d'État, quelque part, il échappe au Premier ministre. Donc, s'il y a beaucoup de ministres d'État, je crains que le Premier ministère ne devienne qu'une coquille vide à ce niveau-là. Donc, et la deuxième chose, je ne pense pas que ce soit le Premier ministre Tambela qui désigne qui doit être Premier ministre d'État. Je pense qu'il relève des prérogatives du président. Donc, je pense que s'il y a quelqu'un qui doit désigner les ministres d'État, ce n'est pas le Premier ministre, c'est le président lui-même. Voilà. Je suis parfaitement d'accord. Mais je voulais dire que si on devait faire 3 ministères d'État, on est dans ce laps de temps, 3 ministères d'État. Pour moi, le ministère de la fonction publique saute, plus ministère d'État, et s'il y a à attribuer, c'est le ministère des Affaires humanitaires. À défaut, on garde le format, mais on crée quand même un ministre délégué chargé de la réconciliation et de la cohésion sociale, parce que c'est un des aspects les plus importants. Quand vous prenez par exemple les déplacés internes en ce moment, il y a beaucoup de déplacés internes, quand vous les écoutez, vous savez que le retour, il faut qu'il y ait un travail. Quand des gens se disent que je suis déplacé interne parce que X est à l'origine, quand des gens sont partis et leurs biens sont exploités par d'autres, le retour va poser problème. Donc il faut anticiper pour que cette réconciliation ait lieu, pour que quand les gens vont repartir, on ne retombe pas dans les mêmes travers. C'est ce que je voulais dire. Il faut rappeler que désormais, nous avons 3 ministères d'État. Le ministère de la Défense, la fonction publique et désormais la culture et la communication. C'est vrai que vous étiez tout à l'heure déjà dans l'anticipation d'après-guerre, mais pour l'instant, nous sommes toujours dans la guerre. Et puis, Diallo, est-ce que en érigeant le ministère de la Culture et de la Communication au ministère d'État, est-ce que cela voudrait dire que désormais, finalement, on a reconnu l'apport de ce ministère-là de la lutte contre le terrorisme? Je parlais de la communication et de la culture. Moussa le disait tout à l'heure, il y a quelques jours, le président de la transition, Ibrahim Traoré, était en visite, justement surprise, c'est comme ça qu'on l'a nommé, à la radio-télévision du Burkina, à la télévision nationale, pour féliciter tous les acteurs pour le boulot qu'ils font dans la lutte contre le terrorisme. Non, tout à fait. Je pense qu'à côté de la guerre matérielle que le Burkina Faso mène, c'est clair qu'il y a une guerre communicationnelle aussi qui est en parallèle. Et je pense que c'est à cause de ça certainement que le chef de l'État a considéré que le secteur de la communication est devenu un secteur stratégique, donc il faut travailler à le rehausser son niveau au niveau donc de l'architecture institutionnelle. C'est comme ça que je comprends. Et deuxièmement, ça veut dire aussi que le ministre de la Communication qui était sur place, comme l'a dit les autres invités, c'est que quand même il était efficace et certainement il a mis en œuvre les instructions que le chef de l'État lui a données. C'est comme ça que moi je vois ça. Donc c'est une question plus de confiance et une question aussi de pertinence de la thématique communicationnelle dans un pays qui est en guerre. Voilà. Je pense que c'est comme ça que moi je perçois. Mais il faut dire que le poste de ministre d'État varie selon qu'on est dans un régime normal, un régime électoraliste, ou bien qu'on est dans un régime de transition comme ce qui est en vigueur actuellement. Lorsqu'on est dans un régime donc électoraliste, on se rend compte que la plupart du temps, les ministres d'État, ce sont des gens qui sont mis à la place des secteurs stratégiques, mais aussi qui ont un poids politique important
au sein de leurs partis d'origine. Quand on fait le point, donc quand on regarde un peu dans le rétroviseur, on se rend compte par exemple que le 4 juin 2007, quand le Premier ministre Tertus Zongo est arrivé, il y a un certain nombre de ministres qu'il avait érigés au rang de ministre d'État. Voilà. Tel que Salif Diallo, ministre de l'Agriculture et des Ressources animales, tel que Alain Bedouma Yoda, ministre d'État, ministre de la Santé. Mais quand vous prenez les deux cas, vous voyez qu'il y a une différence. Pour Salif Diallo, c'est parce que le secteur de l'agriculture, le monde rural, occupait une place stratégique dans la politique du président à l'époque, qu'il a érigé Salif Diallo en ministre d'État. Mais au regard aussi de son poids politique au sein du CDP à l'époque, voilà, dans le Yatenga. Mais quand vous prenez par exemple Bedouma Alain Yoda, qui a été fait ministre d'État, ministre de la Santé, c'est vrai que le secteur de la santé était aussi important à ce point, mais en réalité c'est plus le poids politique d'Alain Bedouma Yoda au sein du Congrès pour la démocratie et le progrès qui a amené le président Blaise Compaoré à le mettre au rang de ministre d'État. Mais je dois rectifier quelques éléments, parce que même s'il y a des ministres d'État dans le gouvernement, le chef du gouvernement reste le coordonnateur de l'action gouvernementale. On n'a pas dit que de façon classique, la règle ce n'est pas que les ministres d'État vont aller voir le chef de l'État, ce n'est pas ça la règle. Non, la règle, c'est que c'est le Premier ministre qui reste le coordonnateur de l'action gouvernementale et donc c'est lui qui coordonne toutes les actions des autres départements ministériels, y compris les ministères d'État. Seulement, c'est un rang protocolaire qu'on donne pour que sur des questions spécifiques, pour éviter certainement les lourdeurs, que les ministres d'État concernés aient des possibilités souvent d'être en contact avec le chef de l'État pour discuter donc des thématiques qui les concernent. Donc attention, en réalité, ça ne veut pas dire que le Premier ministre devient... Bon, non, c'est pas ça, c'est pas ce que ça veut dire. Les ministres d'État restent sous l'autorité du Premier ministre. La preuve quand ils vont en conseil des ministres. Non, j'arrive. La preuve quand ils vont en conseil des ministres, c'est le Premier ministre qui représente le gouvernement. C'est pas les ministres d'État. Maintenant, c'est un régime qui permet d'avoir des aménagements à l'interne pour permettre aux ministres d'État, au regard de la pertinence des thématiques qu'ils développent, d'avoir une certaine marge de facilité, avoir une certaine marge d'accès facile au chef de l'État. Mais ça ne veut pas dire que les ministres d'État remplace le Premier ministre. Ce n'est pas ce que ça veut dire. D'accord. Moussa voulait réagir. On revient sur vous tout à l'heure. Moussa réagit et on donne la parole. Il faut faire attention. Je pense que personne n'a dit qui remplaçait le Premier ministre. Non, je n'ai jamais dit ça. Non, tu ne peux pas dire que je l'ai dit. Non, Moussa. Non, okay, je ne l'ai pas dit. Non, mais il ne l'a pas dit. Il ne l'a pas dit. Non, je sais pourquoi j'insiste sur ça. Non, je ne l'ai pas dit. Mais je suis d'accord que c'est pour cela qu'on parle du chef du gouvernement. Mais pourquoi alors, dans ce dispositif, il y a besoin qu'un ministre puisse passer, outre le Premier ministre, pour voir le président directement? Pourquoi? C'est des aménagements. Oui, mais pourquoi ces aménagements? Ça obéit à quoi? C'est un régime privilégié, parce que les ministres simples ne peuvent pas voir le chef d'État, mais les ministres d'État peuvent effectivement. Donc, ça veut dire qu'on donne pouvoir à ce ministre d'État-là d'aller voir directement le président sans passer forcément par son Premier ministre. Donc, ça veut dire que le ministre d'État... Ça veut dire que le ministre d'État peut discuter de certaines choses avec son président sans que le Premier ministre ne soit au courant. Voilà, c'est ce que... Non, écoutez, soyons honnêtes, c'est ce que ça veut dire. C'est la logique, hein? Non, c'est comme ça. C'est pas la règle, c'est que je vais dire, Moussa, on est d'accord, on est sur le même piédestal. Mais je vais dire que la règle, c'est le Premier ministre qui reste. Non, mais là, sur ce plan, personne ne discute. Hein? Oui, tout à fait. Ça, le débat n'est pas là-bas. Le débat n'est pas là-bas. Mais le débat, c'est que le ministre d'État peut aller voir le président, discuter de certaines choses avec le président, sans en parler à son ministre. Pour des cas précis. Bon, on va passer sur ce sujet. On va donner la parole. Je me réjouis du fait que Diallo édulcore son propos. Et je voudrais également, à la suite de Moussa, relever que l'élection d'un département en ministère d'État n'est pas forcément liée, comme le disait Diallo, au régime. Selon qu'il s'agit, il l'a dit, d'un régime électoraliste, un régime de transition. Heureusement qu'il a rattrapé un peu plus loin dans son développement. C'est plutôt lié aux priorités, comme il a dit, ou encore aux hommes. Alors, cela étant dit, l'élection du département en charge de la communication au rang de ministre d'État. De la culture aussi. Parce que très souvent, on a... Je dis bien... On oublie la culture alors que c'est très important. Non, je suis parfaitement d'accord. En fait, quand je dis ministère en charge, voilà. Maintenant, si j'avais dit ministère de la communication, là, il y a un problème. Oui, mais quand vous dites en charge, ça veut dire que vous avez privilégié un point par rapport à l'autre. Non, je ne privilégie aucun. Donc, je vais reprendre pour prendre en compte toutes les dimensions. L'élection du ministre de la communication, de la culture, des arts et du tourisme en ministre d'État, c'est l'importance, ça témoigne de l'importance à la fois de tous les trois pans, la communication, les arts et la culture, au service de la lutte contre le terrorisme. Alors, Dr Zoungana l'a dit, Moussa l'a dit, c'est une reconnaissance, c'est vrai.
Mais j'ai envie de dire, c'est une façon de reconnaître le travail au-delà du ministre. Vous avez vu qu'un des reporters d'une chaîne de télévision que je ne vais pas nommer a été lui aussi, ses mérites ont été reconnus à travers une médaille à titre exceptionnel. Et j'ai envie de dire, c'est le travail de l'ombre d'un certain nombre d'acteurs. Je vais parler bien des acteurs de la culture qui sont résilients. Je vais également parler des journalistes dans les médias publics et dans les médias privés. Aujourd'hui, le chef de l'État reconnaît le travail de l'ensemble de ces acteurs. J'ai envie de dire, passez-moi l'expression, au moment où on leur demande d'avoir des micros partisans, des caméras au-delà de partisans également, le gouvernement parle de accompagner. Il faut également aussi, pour ces autorités de la transition, qui font déjà montre, je l'ai dit ici même sur ce plateau, de clairvoyance, de grandeur d'esprit, elles acceptent malgré le contexte de payer les incidences financières des statuts particuliers qui avaient été accordés aux acteurs de l'éducation nationale, aux acteurs de la santé. Encore que dans ce même contexte-là, passez-moi l'expression, les conditions des militaires et des VDP sont améliorées sur le terrain. On pourrait également penser à voir comment améliorer les conditions des VDP du micro, des VDP de la plume et aussi des acteurs culturels. On peut le faire avec une incidence maintenant où l'incidence pourrait être reportée à un calendrier grec. Mais ce que je voudrais dire, j'ai entendu également sur ce plateau, à défaut d'ériger un département ministériel en ministère d'État, on pourrait créer un ministère délégué. Mais je dois dire que, et ça aussi il faut le saluer chez les nouvelles autorités de la transition, elles respectent une parole qui a été donnée, celle de la gestion rigoureuse des affaires publiques à travers la rationalisation des dépenses. Et cela passe, on les a entendus dire, le contrôle des effectifs du gouvernement. Tenez-vous bien, le premier gouvernement qui nous a été proposé ici le 25 octobre, on avait 25 ministres. Sauf que dans le remaniement qui a suivi le 10 janvier, il y a eu un ministère délégué qui a été greffé, ça c'est devenu 25. Alors, vouloir créer un autre ministère, ça va également... Non, 23, ensuite 24. Quand on ajoute le premier ministre, c'est un ministre. Donc, on avait 23 ministres, le premier ministre, ça fait 24. Donc, à créer un ministère délégué, on est passé, on avait 20 ministres titulaires, 4 ministres délégués, plus le premier ministre. À en vouloir créer aujourd'hui, on passerait à 26. Et donc, ici... D'accord, on va avancer sur ce sujet. Est-ce qu'en faisant cette promotion, vous l'avez dit, de ce département aussi stratégique, est-ce que cela voudrait dire qu'on attend aussi plus désormais de ce département ministériel? Oui, c'est tout le message que le chef de l'État vient de donner. Et j'ai envie de dire que le ministre actuel, il a donné la mesure de la partie qu'il va jouer dans l'avenir. Tenez-vous bien, quand vous faites un tour d'horizon des médias, vous voyez que aussi bien les médias publics que les médias privés prêtent leurs plumes, leurs micros au service de la lutte contre le terrorisme. La plupart de ces médias, vous le constaterez et conviendrez avec moi, qu'ils ont mis de côté leur process. Ils ont mis de côté leurs canaux habituels de traitement, de recoupement des informations pour aujourd'hui se contenter des communiqués donnés par les directions et les services de communication des armées. Vous voyez également, sauf que ce qui persiste, c'est les émissions de chroniques, d'analyse, ce sont ces rares tribunes que les médias exploitent. Et vous aurez remarqué également qu'au niveau de la culture des arts, vous avez des artistes qui se prêtent au jeu, qui se font des micro-programmes, qui composent des chansons, qui participent à de nombreuses émissions dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, cela par la sensibilisation que par des efforts physiques, des efforts financiers. Et c'est ce qu'on attend du ministre et le ton lui est donné. Et pour le réussir, j'ai envie de dire, il est important que les autorités lui rendent la tâche aussi facile. Elles ont essayé avec la relecture du statut du Conseil supérieur de la communication, sauf que là, elles se sont mal prises. Et ça a donné lieu à des grosses choses. La réforme n'a pas été bien acceptée. Mais il faut travailler à rendre la situation facile et aisée au ministre d'État en charge de la communication, de la culture, des arts et du tourisme. Alors, on pourrait lui rendre la tâche facile. Comment? J'ai juste une proposition. Et il faut convoquer dans les jours à venir un colloque sur la fonction journalisme. Un colloque sur la fonction journalisme qui va rassembler des enseignants-chercheurs, des experts,
de l'espace de l'AES et même des pays amis en Afrique comme en Occident pour plancher sur l'histoire du journalisme, le contexte actuel et ce qu'on veut en faire. Non, pas du tout. Oui, mais il y a des délégations du Niger. Je dis bien un colloque qui va travailler à leur rendre la tâche facile sur la fonction du journalisme. Je dis bien un colloque dédié spécialement sur la fonction du journalisme. D'accord. On va avancer. Là, c'était sur la liberté de presse, c'est tout à fait différent. D'accord, on va avancer. Un mot. Non, en réalité, on dit la même chose. Mais je vais dire que le principe, c'est le Premier ministre qui reste le chef du gouvernement. Vous revenez encore à la charge. Je prends un exemple simple. Vous vous rappelez qu'en 2011, là, juste avant la formation du gouvernement Tertus Zongo II, en Conseil des ministres, il y avait un ministre d'État qui arrivait en retard, après que le Premier ministre soit installé. Et le chef de l'État à l'époque a dit que pour des raisons de collégialité, il était obligé de remercier son ministre d'État. Parce que le Premier ministre a déposé sa démission sur la table. Il dit que si le ministre d'État vient encore après lui en Conseil des ministres, lui dépose sa démission. C'est pour dire que dans le principe, c'est clair, il n'y a pas de confusion possible. Maintenant, c'est des privilèges spéciaux qu'on donne au ministre d'État. On vous a compris, Diallo. C'est ce que je dis. Pour le cas du ministre de la Culture, et moi j'aime bien culture, le ministre de la Communication, il faut accepter qu'effectivement c'est son mérite qui a été reconnu parce qu'il était porte-parole du gouvernement. Et tout le monde sait que ce poste-là, ce n'est pas un poste facile. Et en prenant la parole au nom du gouvernement, rapidement tu peux dire des choses et ça peut t'emporter. Oui. Et là, dans l'histoire récente, on peut citer des exemples. Donc je pense qu'il a pu s'adapter et faire une année. Et ensuite, au niveau de la culture que je connais très bien, en tout cas, il y a un travail formidable qui a été fait. Et si aujourd'hui il est promu ministre d'État, je pense que c'est à son honneur et c'est à l'honneur de la communication. On va terminer rapidement sur ce sujet du remaniement avec un mot sur le ministère de l'Éducation nationale, où il y a aussi un petit chamboulement. Joseph André Ouedraogo est remplacé par Jacques Sostène Dengara. Un mot rapidement, Diallo, oui, et puis on avance. Le premier aspect qu'il faut dire, c'est que ça veut dire que Jacques Sostène Dengara aussi est resté fidèle aux idées du gouvernement. Il faut rappeler qu'il était le secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres. Et comme il a bien fait le travail là-bas, on peut considérer effectivement que c'est une promotion. Maintenant, à l'endroit de celui du ministre qui est sorti, bon, lui, il était déjà à la retraite. Je ne sais pas, est-ce que c'est ça ou bien il y a d'autres facteurs qui ont justifié donc qu'il soit remplacé. Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais qu'il était déjà admis à la retraite, à faire valoir ses droits à la retraite. Donc, je ne sais pas. Bon, je pense que celui qui est parti, c'est un élément de la maison puisqu'il est inspecteur de français. Et effectivement, quand vous prenez son équipe, c'est vraiment des techniciens. Et c'est quelqu'un qui a une certaine probité morale très élevée. Et vous savez que c'est aussi quelqu'un qui aime le travail bien fait. Bon, est-ce que le fait parce qu'il doit être parti à la retraite le 25 novembre, je pense, si je ne me trompe pas, c'est parce que quand il était nommé, il lui restait quelques jours pour aller à la retraite. Est-ce que c'est ça qui a prévalu pour qu'il quitte? On n'en sait rien. Bon, mais je pense que c'est un homme, un grand travailleur. Et qu'est-ce qui a prévalu pour qu'il soit remplacé? Peut-être c'est l'ordre normal des choses. Moussa, certains estiment qu'il était un peu effacé quand même. Oui, bon, moi, vous voyez, cette question, je suis un peu gêné parce que c'est comme si on me demande de juger pourquoi le président a pris telle personne ou telle personne. Ben, c'est son pouvoir et il peut décider. Moi, je constate deux choses. C'est que le président a jugé nécessaire qu'il faut qu'il retoque un peu son équipe, ce qui est de ses prérogatives, mais c'est que sans un bouleversement, parce que même tous ceux qui ont été promus sont des gens généralement de la maison, donc ils connaissent les dossiers, donc ce n'est pas de grands bouleversements, c'est juste une continuité. Je pense que si le président les a enlevés de deux choses l'une, soit à un moment donné, le président trouvait que les personnes en place ne lui donnaient plus satisfaction, ou bien peut-être qu'il a d'autres projets pour ces personnes-là. Peut-être à des nominations à d'autres postes, on ne sait pas. Peut-être attendant de voir dans les jours. D'accord. Ou peut-être qu'ils ont demandé à partir. Donc voilà. Voilà, vous n'êtes pas dans les secrets des dieux, moi non plus. On va avancer sur le prochain. Non, on est un peu en retard. On va avancer sur le prochain sujet. Et là, nous parlons du cas du Niger. Après le Mali et le Burkina Faso, l'armée française quitte le Niger, comme je vous le disais en début d'émission. Les dernières troupes ont quitté le pays vendredi et Paris a décidé dans la foulée de fermer son ambassade dans le pays car elle n'est plus en capacité de fonctionner normalement selon l'Élysée. Docteur Zungrana, c'est l'épilogue d'un long bras de fer qui aura duré plusieurs mois comme le Mali. Est-ce qu'on peut dire que le divorce est définitivement consommé entre Paris et Niamey?
Je pense que cet acte est vraiment inédit et c'est la preuve concrète de l'immaturité politique de l'exécutif de la France. Parce que vous allez constater que dans le même continent, 2 représentations diplomatiques fermées dans une seule année. Khartoum vient d'être fermé, même s'ils disent que, bon, au regard de la sécurité, les affaires courantes se déroulent à Paris, et Niamey vient d'être fermé. Et là où le cas de Niamey est quand même plus grave, c'est la fermeture, ça a une durée indéterminée. Ouais. Et pire, ils sont allés jusqu'à licencier le personnel local et puis les indemniser. Donc ça veut dire que c'est, en tout cas, l'idée de revenir immédiatement ne flaire même pas l'air. Alors que la diplomatie est comme un match de foot. Il y a des mi-temps, il y a des confrontations aller-retour. Dès la première mi-temps, on peut vous dominer, mais peut-être après, vous pouvez revenir. Et le fait de s'arrêter, on vous a marqué un but, vous suspendez, bon, c'est que c'est fini. Vous avez littéralement perdu. Je pense que jusqu'à présent, l'exécutif de la France ils n'ont pas intégré dans l'esprit que désormais un grand changement qui s'opère en Afrique. Il ne s'agit pas d'accuser les Russes ou les Chinois. Les gens légitimement veulent se développer par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Qu'est-ce qui vous coûte d'échanger le fusil d'épaule? Il n'y a pas un pays qui est mieux parti plus que la France pour travailler avec les Africains. Parce que tout simplement, au regard de notre histoire, au regard de notre langue de travail, au regard de la coopération qui est entre les villes françaises et les villes africaines, vraiment c'était les premiers partenaires. Mais malheureusement, le jeune président français est en train de vendanger, j'allais dire, les acquis du pays. Parce que tout simplement, il s'est inscrit dans cette logique, j'allais dire, de l'arrogance, ce qui n'arrangera personne. Le Mali est parti, mais prenez le ministre des Affaires étrangères. Est-ce que diplomatiquement, c'est des propos comme ça qu'on doit tenir? Moi, je ne le pense pas. Je pense que la France est frustrée et si elle ne se ressaisit pas, elle risque de quitter totalement l'Afrique de l'Ouest. Parce que la marche qui est enclenchée dans ces 3 pays-là, cette marche-là va contaminer les autres. Il n'y a pas de demi-mesure. Les Africains de 1960... Les conditions dans lesquelles se trouvait quand même l'enclave diplomatique française au Niger avec ce blocus permanent, vous l'avez dit, j'ai dit tout à l'heure, la justification est qu'il était devenu difficile de travailler avec ce blocus. Est-ce que là, ce n'est pas des raisons valables? Mais vous ne pensez pas que la France l'aurait provoqué? Voilà un régime qui est arrivé qui dit cet ambassadeur, on ne peut pas travailler ensemble. On dit non, il doit rester là à tout prix. Est-ce qu'un ambassadeur nigérien en France, si les Français disent qu'ils ne veulent pas de lui, on va forcer pour le maintenir? Heureusement que la chose n'a pas dégénéré. Imaginez par exemple si la population avait décidé, en tout cas, de violer les textes et de rentrer dans la représentation. Qu'est-ce qui allait se passer? Moi, je pense qu'il ne faut pas forcer. On n'a pas besoin de votre représentant. Changez. Et regardez, regardez les Américains. Comment est la manière dont ils se sont adaptés. Qui est le plus grand perdant? Moi, je trouve qu'aujourd'hui, la logique posée par Macron, il faudrait qu'il révise sa position. Sinon, ils sont en train de tout perdre. Diallo, sur la même question. Oui, tout à fait. Mais sauf qu'en matière de relations diplomatiques, il n'y a pas de mariage forcé, donc il n'y a pas de relations diplomatiques forcées. Puisque les relations diplomatiques, c'est des accords entre 2 États en vue de préserver leurs intérêts communs. Donc, à partir du moment où vous ne parlez pas le même langage, vous ne pouvez pas cohabiter. Quand vous êtes en couple, madame dit ça, le monsieur dit ça, si vous ne pouvez pas vous rencontrer, il n'y a pas de couple. Ce qui n'exclut pas d'autres relations. Peut-être que si les différents pouvoirs changent, ça n'exclut pas que le Niger et la France renouent leur coopération, leur diplomatie. Non, tout à fait, puisque la vision qui est en vigueur actuellement, c'est la vision des nouvelles autorités nigériennes. Et donc, de ce point de vue, on peut considérer que si demain il y a un changement des 2 côtés, que ce soit en France ou au Niger, c'est sûr que les relations peuvent évoluer. Mais en tout état de cause, les États n'ont pas d'intérêt, les États n'ont pas d'amis, pardon. Les États, c'est des intérêts. Et donc, c'est la capacité en réalité de chaque État à défendre ses intérêts qui compte. Voilà. C'est vrai que lorsque j'ai écouté la partie française, elle a argué du fait que, bon, les conditions optimales, étaient dans l'impossibilité donc d'exercer les missions qui sont traditionnellement dévolues donc à une emprise diplomatique, en raison, selon leurs termes, des restrictions donc, qui sont imposées par la partie nigérienne. Oui. Voilà, parce que l'ambassadeur était reclus, donc il n'avait pas accès à l'extérieur. Et ceux qui devaient venir servir donc, à l'intérieur de l'ambassade ne pouvaient plus le faire. Et donc c'est compliqué. Mais en réalité, c'est la France elle-même qui a compliqué sa situation. Puisqu'en réalité, il y a un pouvoir de fait qui s'est installé. La France a refusé de reconnaître ce pouvoir de fait. Malheureusement pour eux, c'est ce pouvoir de fait-là qui a pris le dessus.
et qui dure. Donc c'est clair que s'il reste sur place, c'est sûr que vous ne pouvez pas, sauf à négocier, il n'y a pas d'autre solution. Donc je considère que c'est la France peut-être qui n'a pas su manager. Ce sont des erreurs stratégiques. Peut-être qu'elle a commises, mais qu'elle a intérêt à revoir. Voilà. Si elle veut en tout cas traiter de façon égale entre les États africains. Voilà. Je pense que ça c'est vraiment c'est l'échec en fait du Quai d'Orsay, la diplomatie française, dont elle a intérêt à revoir les mécanismes pour se conformer aux attentes des peuples. Je pense que c'est important. D'accord. Moussa, est-ce qu'en obtenant le départ de l'ambassadeur français et aussi des militaires français, les 1500 hommes qui étaient à Niamey, est-ce qu'on peut considérer que c'est une victoire des autorités nigériennes? Parce qu'il faut le rappeler, d'abord il y a eu ce refus de parti catégoriquement. Les accords militaires ont été dénoncés par la partie nigérienne. La France a refusé justement de les reconnaître, estimant que les autorités actuellement en place n'étaient pas légitimes et que voilà, ces accords avaient été signés avec des autorités légitimes. Au regard de tout ce qui vient, le déroulement qu'on vient de voir, est-ce qu'on peut penser que c'est une victoire des autorités nigériennes? Vous savez, en termes de diplomatie, moi je ne parlerai pas de victoire. Il faut faire très attention. Pour ma petite expérience, je veux comme exemple la violence de la rupture des relations diplomatiques entre le Rwanda et la France à l'époque. Aujourd'hui, vous voyez que la France et le Rwanda sont de très bons copains. Donc c'est pour cela que moi, a priori, accuser, oui, on a gagné sur l'autre. La diplomatie, c'est pas ça. C'est-à-dire, la diplomatie, c'est une longue bataille. Il y a des moments, il y a des hauts et des bas, mais comme on l'a dit, c'est les intérêts des États à un certain moment. Parce que ce qui se passe avec la France, qu'est-ce qui se passe? Parce que, bon, c'est vrai que la France a fermé son ambassade, mais ce n'est pas la première. Au Soudan, ça a été fermé pour des raisons de sécurité. Et la France a délocalisé les activités diplomatiques depuis Paris. Justement. Donc, les relations sont retenues. Donc, ils ont fermé une ambassade pour des raisons de sécurité, mais le pays continue à collaborer. Le Burkina Faso, on a des tensions avec la France, mais on n'est pas une rupture. Le Mali a des tensions avec la France. Ce n'est pas une rupture. Pour des raisons de sécurité, la France a fermé son ambassade en Libye et délocalisé les activités diplomatiques à Tunis. Ça continue. Mais la particularité avec la situation au Niger, c'est que la France a fermé et là, elle a délocalisé les activités diplomatiques nulle part. Elle n'a pas dit qu'on reste, mais voici comment ça va se faire. La deuxième chose, elle a licencié tout le monde. Enfin, c'est les travailleurs de droit nigériens. Oui. Et la troisième chose, elle dit, bon, on suspend. Ils ont été licenciés, mais ils ont été indemnisés. Ils ont été dédommagés. Et la troisième chose, la France dit, bon, on ferme pour une durée indéterminée. Et la raison, c'est qu'on ne peut pas travailler de façon souveraine, enfin de façon normale. Parce que dans les règles diplomatiques aussi, quand un État, il y a une représentation diplomatique dans votre pays, il y a un certain nombre de règles aussi. Il y a un certain, par rapport à la liberté de mouvement, d'aller et venir. Oui, la France peut-être a commis une bêtise. Considérant ces aspects, la France a commis une bêtise en disant non, il faut que notre ambassadeur reste. Ouais. Mais après aussi, scrutons le comportement des autorités nigériennes. Est-ce que les autorités nigériennes, en matière de règles diplomatiques reconnues au niveau international, on peut leur reprocher des choses ou pas? Au lieu de dire, bon, c'est toujours la faute de la France, c'est toujours la faute de la France. Non, non, je ne vous réponds pas. Je pose juste des questions. Il pose toujours des questions. Et juste, je dis, bon, c'est vrai que c'est fermé. La France n'a pas des tensions seulement avec le Niger, on a des tensions avec le Burkina. D'ailleurs, le Niger est le dernier arrivé dans cette guerre avec la France-là. Nous, on est là depuis, mais on n'a pas rompu nos relations diplomatiques. Donc, je pense que quelque part, peut-être que la tension est dure. Une fois de plus, moi, j'étais au Rwanda quand on a rompu, le Rwanda a rompu les relations diplomatiques avec la France de façon très violente. Même l'école française a été fermée. Et tout, le centre culturel français, tout a été fermé, c'était vraiment très violent, mais aujourd'hui, regardez. Donc, je suis sûr que demain, même avec la même équipe, si la situation évolue, si le Niger se rend compte qu'il y a des intérêts et il doit forcément passer par la France, et la France comprend que j'ai des intérêts, je dois forcément passer par le Niger, ils trouveront les voies et moyens pour rétablir les relations. C'est ça aussi la diplomatie. Bayala, en décidant que cette fermeture était à durée indéterminée, est-ce que la France est allée un peu trop loin, comme le disait Moussa?
selon vous? Plus que trop loin, hein, comme le disait le docteur, je n'irai pas jusque-là. Immaturité, je n'irai pas jusque-là. Ben, j'ai envie de dire que la France verse dans un sommeil cataleptique. La France vit encore dans le passé. Les choses ont changé en Afrique. Les choses ont changé au Niger depuis le 26 juillet. On nous donne le sentiment d'un régime révolutionnaire qui veut changer les choses du tout au tout. Et depuis lors, la France a perdu l'initiative. Ce n'est plus elle qui a les initiatives. Ce n'est plus elle qui tient les manettes. Les autorités nigériennes ont voulu que les autorités françaises s'en aillent. Elles ont dénoncé les accords de coopération militaire. Aujourd'hui, elles en sont à dénoncer les accords de coopération militaire avec l'Union européenne. Un bras de fer, vous l'avez dit sur ce plateau, qui a duré 2 mois. L'ambassadeur de France, Sylvain Ité, est retourné en France. Et avec les troupes françaises, dont les derniers sont allés, je crois que c'est le 22 décembre dernier. Alors, la France, j'ai envie de dire, c'est la posture du coq orgueilleux qui refuse d'avancer, de revoir sa politique. Vous voyez, le système d'administration coloniale français, c'était le système d'administration directe. Aujourd'hui encore, rien n'a changé. Quand vous faites une comparaison avec le système anglais, tenez-vous bien, pour un pays comme la France, qui exploite l'uranium nigérien depuis plus de 50 ans, on apprend, même si les autorités françaises essaient d'édulcorer la proportion de l'uranium nigérien dans le fonctionnement des centrales nucléaires, en arguant que ça pèse moins de 10%, mais il apparaît que l'Union européenne reçoit plus de 25% de l'uranium nigérien. Et ça dure depuis 50 ans. Quand, pour un coup d'État, on décide de fermer les frontières au Niger, on décide d'appliquer des sanctions au niveau de l'espace économique de la CEDEAO, et que le Niger, qui produit l'uranium, qui permet d'apporter du chaud, de l'électricité à la France et à ses voisins, à brûle pour point lui-même le comble, est lui-même privé d'électricité par qui? Par un pays anglophone, colonisé hier par l'Angleterre. La France ne devrait pas s'enorgueillir. Et j'ai envie de dire ce qui se passe, la scène qui se joue au Niger, si rien n'est fait, si les Français ne changent pas de posture, ça risque même, puisqu'ils ont perdu la manette, s'ils ne se ravissent pas, le Mali pourrait suivre l'exemple, le Burkina pourrait suivre l'exemple. Quand on regarde l'actualité récente, le Mali était le premier à dire, à compter de maintenant, la langue française, qui était la langue officielle, devient la langue de travail. Le Burkina l'a fait, les autres pourraient le faire. J'ai ouï dire également sur ce plateau qu'en Afrique, c'est le 2e pays après Soudan, Khartoum en avril 2023. Ça veut dire que les jours à venir, des pays membres de l'AES et bien d'autres Africains pourraient le faire. Parce qu'aujourd'hui, les Africains ont compris. Je voudrais, permettez-moi de citer une confidence de l'ancien ministre français des Outre-mer, Jacquet, qui s'adressait à l'ancien premier ministre du Cameroun, André-Marie Mida, en 1958. Il lui a dit ceci, et à 3 reprises. L'indépendance, elle est fictive. L'indépendance, elle est fictive. L'indépendance, elle est fictive. Constatant que la France ne s'assurait pas une même mise sur ce dernier, vous voyez, on l'a écarté avant 1960, et c'est Amadou Ahidjo qui a été fait président. Donc en Afrique, tenez-vous bien, que ce soit dans les États sahéliens, dans les États de l'Afrique de l'Ouest francophone, dans les États de l'Afrique française, de l'Afrique du centre. Aujourd'hui, tout le monde a compris que les Français ne sont pas là pour nos intérêts. Ils ont donné malheureusement, dans ce bras de fer avec le Niger, leur posture en licenciant l'ensemble des travailleurs nigériens. J'ai envie de dire, la porte, elle est fermée aujourd'hui, mais elle n'est pas fermée toujours. La France n'aurait pas dû licencier ces travailleurs. Est-ce que ce n'est pas la posture normale, d'autant plus que nous sommes en train de partir? Elle part pour combien de temps? Pour un pays que vous avez pressuré, sucé depuis 50 ans. Bon, ça c'est votre avis, on va avancer avec Diallo. Vous voulez réagir? Oui, en fait, ce que je voulais dire, parce que Moussa disait qu'il fallait aussi scruter du côté du comportement des États nigériens, je suis d'accord. Mais lorsqu'on a la chance d'être à la tête d'un État, ce n'est pas ses propres intérêts, c'est
ses propres sentiments, ses propres humeurs qu'il faut... On ne compte pas sur ça pour prendre des décisions. C'est l'intérêt supérieur des pays ou bien des peuples que vous représentez. Lorsque une diplomatie sera entre deux pays, naturellement, celui qui trinque, c'est les populations. Personne n'apprécie ça. Mais est-ce que vous pensez en toute âme et conscience que si le Niger était un pays européen qui avait cette situation-là, on va demander à la France de retirer son ambassadeur et il va forcer? Et est-ce que la France était là pour Bazoum ou bien ils étaient là pour le peuple nigérien et pour le peuple français? Moi, je trouve qu'ils sont exagérés. C'est cette arrogance que lui vient de souligner là qui fait qu'on ne respecte même pas les béabas de la diplomatie. Bon, arrogance, voilà. Bon, c'est des termes qu'il faut... Mais malheureusement, les termes viennent des Français. Oui. Non, les termes viennent des Français. Rappelez-vous qu'il y a un livre qui dit qu'être arrogant comme un Français en Afrique. Ce n'est pas moi qui le dis. Vous ne ferez pas comme eux quand même. Je ne fais pas comme eux. Je constate qu'il y a une certaine condescendance quand on s'adresse aux Africains. Il y a une certaine condescendance quand on s'adresse surtout aux pays du Sahel. Sinon, quand je prends ce qui s'est passé, d'abord entre le Mali et la France, les propos qui ont été tenus, ce n'est pas des propos de diplomates. Et je suis désolé parce que la France, c'est quand même un grand pays. Et en termes de diplomatie, ils sont... Mais c'est un pays qui sait comment arrondir les angles. Mais comment, pourquoi, quand il s'agit des Africains, on ne met pas de filtre, on dit ce qu'on pense comme si on parlait à ses enfants. C'est ça qui n'est pas intéressant. Les gens ont oublié que les données ont changé. Dans le temps, les informations étaient concentrées dans les mains de quelques individus. Aujourd'hui, ce qui s'est fait, on ne peut plus cacher l'information à tout le monde. Donc, il faut s'adapter. Et si elle ne s'adapte pas, elle sortira perdante. Ça, c'est clair. On va avancer sur ce sujet. Diallo, sur les 1500 soldats français qui étaient au Niger, la grande partie était à Niamey et le reste sur 2 postes avancés dans la zone des 3 frontières. Avec leur départ, c'est quand même un vide qui est créé et qu'il va falloir combler justement par l'armée nigérienne. Est-ce que là, la tâche ne devient pas plus compliquée? Oui, c'est vrai. C'est vrai que la tâche devient plus compliquée parce que ce sont des effectifs supplémentaires qu'il faut chercher. Mais il reste entendu que peut-être le départ des troupes françaises, c'est suite au bilan qui a été établi, un bilan donc de coopération pendant des années. Parce que si vous êtes avec un allié stratégique pendant des années et vous vous rendez compte que les résultats ne sont pas à la hauteur des ententes, vous pouvez à tort ou à raison penser que ce partenaire-là ne fait pas le nécessaire. Et donc, tout à fait naturel qu'on pense que bon, il faut mettre ce partenaire à l'écart pour voir quels sont les résultats qui parviendront, qu'on pourra donc engranger après le départ de ce partenaire. En tout état de cause, je pense que nos États, il faut qu'on travaille peut-être à trouver nous-mêmes nos solutions au plan interne. Je le dis toujours, aucun État ne peut compter sur un autre État pour sa survie. C'est vous à l'interne qui mutualisez vos forces. Vous mettez ensemble, vous mettez vos différends là de côté et vous regardez en face les problèmes de votre peuple et vous les résolvez. Les autres partenaires viennent forcément en appui. Ce n'est pas à la France de venir assurer l'intégrité territoriale des États africains. Non. Parce que même dans la définition classique de l'État, il y a 3 éléments fondamentaux. Le premier élément, c'est avoir une population. Le deuxième élément, c'est avoir un territoire. Et le troisième élément, c'est avoir un pouvoir central qui exerce la plénitude de ses attributions sur l'ensemble de ce territoire. Si à un moment donné, sur votre propre territoire, il y a des portions qui sont discutées avec d'autres entités non étatiques, il faut être sûr que vous avez des problèmes. Et là où on attend les partenaires, c'est au niveau des projets et programmes. C'est-à-dire qu'on devait faire en sorte que la défense et la sécurité, qui sont des fonctions régaliennes, soient prises en charge par les États africains eux-mêmes. Et nos partenaires vont venir en appui peut-être pour la réalisation d'infrastructures socio-économiques, d'infrastructures de base au profit de nos populations. Aujourd'hui, lorsqu'on prend par exemple le cas du Burkina Faso, c'est de permettre aux forces armées nationales, à partir des solutions endogènes, de régler la question sécuritaire, à charge pour les partenaires de venir maintenant avec des financements, des dons pour pouvoir donc réaliser des infrastructures sociales de base au profit des populations. Parce que ce qu'on a constaté, c'est que c'est la carence de l'État, c'est l'absence de l'État qui a amené nos États à la faillite. Et ça, c'est une responsabilité collective qui ne peut pas être traitée dans une forme de bagarre exagérée. Je suis d'accord qu'en matière diplomatique, il faut savoir raison garder. Mais il faut aussi dire la vérité à son interlocuteur. Voilà. Nous, on a des besoins précis. Si vous pouvez nous aider à atteindre nos besoins, bon, on part ensemble. Si vous ne pouvez pas, bon, vous reposez le temps qu'on envisage encore. Parce que les relations entre États, ce sont des relations dynamiques, ce ne sont pas des relations statiques.
Parce qu'on peut les chasser et à la fin, on va faire le bilan. Si c'est bon, bon, ils peuvent rester là-bas. Si on voit qu'on est toujours dans le même problème, on pourra toujours voir. Voilà, parce que c'est ceux qui sont dans l'action qui commettent des erreurs. D'accord. Voilà. Moussa, Si tout à l'heure, on reviendra à vous tout à l'heure. Il parlait tout à l'heure de la responsabilité des États africains et des États du Sahel. La France est partie du Mali, du Burkina, désormais du Niger. Est-ce que là, ça ne met pas une pression supplémentaire justement sur ces trois étapes d'être à la hauteur de l'enjeu pour ne pas donner finalement raison aux détracteurs qui disaient que si la France s'en va, ces pays vont s'affaisser sur eux-mêmes? Non, parce que vous savez, quand on veut changer quelque chose, il ne suffit pas de chasser la France. Parce que soyons d'accord, jusqu'à l'étape actuelle, je pense que nos armées burkinabées, maliennes et nigériennes n'ont pas encore atteint leur pleine plénitude pour un niveau où vraiment elles peuvent ramener totalement la paix, même si elles montent en puissance. Elle fait du bon boulot sur le terrain. Là n'est pas la question. Mais nous avons toujours besoin de partenaires. Je pense qu'aucun pays n'a dit qu'il n'a pas besoin de partenaires. On dit on veut changer de partenaire. Et je pense que c'est très intéressant. Ça veut dire qu'on va remplacer les Français par d'autres partenaires, beaucoup plus réconciliants, qui nous comprennent très bien. Donc ça veut dire que la France ne part pas en laissant un vide. La France part et ce vide est occupé par un autre pays qui est la Russie. Dans une seconde mesure, la Turquie, un peu les Chinois. Donc une fois de plus, ces trois pays-là ont besoin de l'aide extérieure pour leur propre sécurité nationale. Et je pense que sur cette question-là, il faut vraiment qu'on soit très clair. Maintenant, c'est de dire que nous allons travailler de telle sorte, en tirant leçon de notre relation avec la France, pour ne pas commettre les mêmes erreurs avec les nouveaux partenaires. Parce qu'une fois de plus, et Diallo l'a dit, entre les relations, les États, c'est des intérêts. Que ce soit la Russie et que ce soit la Turquie qui viennent au Burkina, je ne pense pas que Poutine vient au Burkina parce qu'il aime le Burkinabé. Je ne pense pas que Poutine vient au Burkina parce qu'il aime M. Guamo ou bien M. Zungrana. Il vient pour faire des affaires. C'est ça. Il vient pour faire des affaires. Les armes que la Russie nous donne, les armes que la Russie donne au Niger et donne au Mali, ce n'est pas gratuitement. On ne vient pas donner ça gratuitement. Nous payons. Donc, une fois de plus, maintenant, disons, je pense que le plus important, c'est de voir comment, avec ces nouveaux partenaires-là, on va travailler à renforcer notre capacité endogène, à sécuriser notre territoire et à éviter de tomber dans les mêmes travers. Sinon, être fier simplement parce que la France est partie, pour moi, ce n'est pas la solution. Sur la question le départ français, vous posez la question de savoir si ça laisse un vide. Le constat, c'est que les attaques terroristes ont décuplé ces derniers jours. Il y a eu beaucoup plus d'attaques. Il y a en octobre qui a entraîné un deuil national de 3 jours. Je termine tout récemment également. Mais je m'avais douté de la présence française en Afrique de l'Ouest, dans le Sahel précisément. Au plus fort de la présence, c'était 5500 hommes. Ils sont partis du Mali. Les Mali, avec leur soutien russe, ont pu récupérer Kidal, plus récemment à Guélok. Donc, en réalité, la présence française, j'ai la faiblesse de douter qu'ils étaient là pour effectivement et efficacement lutter contre le terrorisme. La paix dans le Sahel, la paix au Niger, je vais paraphraser le pasteur Yé qui disait « c'est une responsabilité individuelle et collective ». Responsabilité des Nigériens, responsabilité des États de l'espace AES, responsabilité de la CEDEAO. Il faut que nous allons aider les Nigériens. Mais il faudrait ici que les Nigériens, ensemble, à l'unisson, définissent leurs options. Est-ce qu'on va vaincre le terrorisme par la force des armes, comme l'ont fait, comme l'ont décidé les Maliens et les Burkinabés? Est-ce qu'on ne va pas poursuivre dans la lancée de Bazoum ou encore c'est par la force des armes? Il faut que ce soit une démarche concertée et c'est les Nigériens eux-mêmes devant et les autres après qu'on viendra vaincre le terrorisme. Je dois relever que seulement dans ce mois de décembre, avec le départ des Français, les autorités nigériennes ont signé un accord avec la Russie pour les aider, comme le disait Moussa, à lutter contre l'île vorace du terrorisme. D'accord, comme vous le dites, la France est partie alors que
L'ONU vient de reconnaître les autorités nigérianes. L'ambassadeur du Niger est désormais autorisé à siéger aux Nations Unies au nom de son pays. L'Allemagne aussi tente de renforcer sa coopération militaire avec le Niger. Le ministre allemand de la Défense était d'ailleurs le 19 décembre dernier à Niamey dans ce sens. Les États-Unis aussi se positionnent. Et puis, bon, la Russie, vous l'avez dit. Une dernière question. Est-ce qu'on peut dire finalement que la France, finalement, est la grande perdante de toute cette histoire-là? En tout cas, elle est un peu surprise de la tournure des événements parce que tout laisse à croire qu'on l'a encouragé donc, dans son projet de rejet des autorités nigériennes. Et après qu'on ait su qu'elle est sortie donc, par la porte, les autres acteurs se sont engouffrés. Parce que même les États-Unis ont quand même retenu une méthode assez pragmatique de la gestion de la crise nigérienne. En fait, il faut être pragmatique. Il y a une autorité qui est là, même si c'est une autorité de fait qui est venue à la suite d'un coup d'État. Vous n'avez rien fait pour empêcher le coup d'État. On a renversé le président élu démocratiquement. Et le nouveau chef de l'État est là en place. On fait comment? C'est une reconnaissance de fait. On est obligé de... Parce que si vous ne le reconnaissez pas, quelle sera la base de la discussion? Bon, si vous ne me reconnaissez pas, si vous m'invitez, on ne va pas discuter puisque vous ne me reconnaissez même pas. Donc on va discuter en qualité de quoi? Je pense que c'est le problème qu'on a eu. Quand il y a eu un coup d'État, vous n'avez rien fait pour empêcher le coup d'État. Dès qu'il s'installe, il devient une réalité factuelle dont vous êtes obligé de tenir compte. Maintenant, il faut espérer que cette ouverture de l'Organisation des Nations Unies, qui est une bonne ouverture parce qu'elle va contribuer à alléger un peu les souffrances du peuple nigérien, contrairement à certains qui mettent l'accent sur les dirigeants. Nous, on ne met pas l'accent sur les dirigeants, c'est les peuples, nous, on regarde. Et ça aura l'avantage d'alléger un peu les souffrances de notre peuple, du peuple nigérien. Et je souhaite que les autorités nigériennes aussi saisissent cette belle occasion pour essayer de voir tempérer leur position et travailler effectivement à ce que, au sortir donc de cette transition nigérienne, il y ait des institutions fortes qui sont mises en œuvre pour permettre au peuple nigérien de souffler définitivement et de se placer surtout sur la trajectoire de son développement économique et social. D'accord. Alors, si le divorce entre Niamey et Paris est acté, en ce qui concerne Alger et Bamako, on parlera plutôt de brouille diplomatique. Les autorités maliennes accusent l'Algérie d'ingérence dans les affaires intérieures du Mali. Bamako a reproché à Alger d'avoir tenu des rencontres avec des séparatistes maliens. Une tension qui s'est envenimée jusqu'à aboutir à ce que chaque pays rappelle son ambassadeur. Vendredi 22 décembre dernier, je me tourne vers Moussa pour la première question. Est-ce qu'on devrait s'inquiéter justement de la tournure que prennent les événements quand on connaît le rôle stratégique et important que joue l'Algérie dans la région? Oui, je pensais un jour sur ce plateau, j'ai dit qu'il y a un acteur fondamental dans la crise malienne, ce qui est l'Algérie, parce que n'oubliez pas que depuis 2015, quand même, l'Algérie est la marraine des accords d'Alger et qui avait quand même dressé une feuille de route pour une sortie de crise en permettant à... J'ai regardé cette feuille de route, enfin cet accord ce matin juste avant de venir, et d'ailleurs quand le ministre malien, le premier ministre, le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie a rencontré l'ambassadeur malien en Alger, a rappelé ça. C'est-à-dire qu'il y a 3 éléments sur lesquels l'Algérie s'appuie. C'est l'intégrité du territoire malien, c'est la souveraineté du territoire malien, et puis l'autre, je pense que c'est la réconciliation et l'unité nationale. Donc voici ces éléments. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que le Mali reproche à l'Algérie? D'abord, d'avoir rencontré les gens de Kidal. Parce que sur le plateau ici, j'avais dit quelque chose et après, j'ai été l'objet d'attaques sur Facebook. J'ai dit, à Kidal, il n'y a pas eu de combat. Parce que quand l'armée malienne est rentrée dans Kidal, les combattants, ils ont utilisé le terme repli stratégique. Il n'y a pas eu de combat comme ça, à feu nourri dans la ville de Kidal. Mais ces gens, c'était partis où? C'est sûr qu'ils se sont certainement repliés. Les textes disaient que les journalistes disaient qu'ils se sont repliés à 30 km après Kidal.
donc vraiment vers la frontière algérienne. Et vous comprendrez que l'Algérie ne veut pas avoir de ces gens-là sur son territoire. Donc à partir du moment où les gens se replient vers les territoires algériens, il devient, je pense, c'est une question de souveraineté nationale aussi de l'Algérie, d'avoir un droit de regard si les allées et venues de ces gens-là. Et maintenant, parce que ce que l'Algérie, le Mali reproche à l'Algérie, c'est d'avoir rencontré l'imam Dicko aussi, et que d'avoir rencontré ces personnes-là sans l'accord du gouvernement malien, donc une ingérence dans les affaires intérieures. Bon, je peux comprendre. Mais en réalité, il y a d'autres problèmes. Parce que je suis désolé. La Côte d'Ivoire aurait pu dire la même chose du Mali, quand le Mali a reçu Guillaume Soro. La Côte d'Ivoire n'a jamais dit que c'est une question d'ingérence intérieure, parce que c'est une question de justice. Donc, voilà. Mais ici, je peux comprendre. Parce qu'au-delà de l'Algérie, il y a un autre problème. Parce qu'en réalité, il y a une guéguerre entre l'Algérie et le Maroc, et l'Algérie et le Mali se trouvent. Parce que n'oubliez pas que dans quelques jours, là, le Maroc a promis aux États de l'AES une rencontre pour leur ouvrir comment on appelle ça, un couloir vers la mer. Or, il se trouve que l'Algérie voit d'un mauvais œil ce rapprochement avec l'AES. Pourquoi? Parce que l'Algérie et le Maroc sont opposés sur l'affaire du Sahara occidental. Donc, vous comprenez? C'est-à-dire que la situation, c'est un ensemble. C'est-à-dire que si on isole les situations, ça les met dans un ensemble, on ferait une mauvaise lecture. Donc, quelque part, c'est vrai que l'Algérie, qui est marraine des accords d'Alger, l'Algérie qui ne veut pas que les terroristes qui fuient le nord du Niger ou du Mali reviennent vers son territoire, va effectivement se dire, mais écoute, qu'est-ce que je fais? Et du reste, quand on voit selon certains sous-sécuritaires, l'attaque de Djibo, selon certains sous-sécuritaires, on dit que ce n'est pas des Burkinabés qui étaient devant. Voilà, que ce n'est pas des Burkinabés qui étaient devant. Parce qu'une fois de plus, les gars qui ont quitté Kidal, ils sont partis où? Donc je pense que là, il y a un certain nombre de choses, donc il faudra peut-être faire très attention pour voir. Le Mali, quelque part, a ouvert un front avec la France, avec le voisin immédiat comme l'Algérie, qui est quand même un grand pays. Je pense qu'il faut aller mollo-mollo. Le Mali parle d'ingérence, l'Algérie dit qu'elle fait son rôle de médiateur. Comment vous comprenez cette brouille, justement? Plus qu'une brouille, hein, c'est désormais une crise. Vous voyez que le curseur, il monte. Hein, on appelle les ambassadeurs, on les écoute. Après, c'est un rappel pour consultation. L'Algérie qui reçoit l'imam Dicko, qui depuis 2020 est virulent par rapport au pouvoir de Bamako. Et le Maroc voit qu'il y a crise. Visitement, le Maroc aussi qui profite pour créer un cadre de rencontre des États de l'AES. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères, qui doit aller. Vous voyez que la situation s'envenime. Et ici, Algérie a présidé des accords qui ont duré 8 ans. Est-ce qu'on ne s'achemine pas vers la mort de ces accords? Parce que quand on questionne l'histoire de la crise malienne, qui remonte à 2012-2013, le premier médiateur, tenez-vous bien, c'était le Burkina Faso avec le médiateur international Blaise Compaoré. L'accord a duré le temps que ça pouvait durer. J'ai envie de dire, c'est la mort des accords d'Alger. Alger est dans son droit, j'ai envie de dire, quand on regarde un peu par rapport à ce qui s'est passé à l'époque avec Blaise Compaoré, qui accueillait des séparatistes au Burkina Faso, Ouagadougou qui abritait les échanges. On serait donc pas surpris de voir des leaders des séparatistes plastronnés en Algérie. Maintenant, les recevoir sans la partie malienne, Bamako n'a pas aussi tort. Et je signale que la frontière entre les deux États, c'est plus de 1300 km. La sécurité au Mali dépend d'Alger. La frontière, c'est plus de 1300 km. Et la semaine dernière seulement, je crois que l'armée malienne, avec un drone, a pilonné un des chefs séparatistes, Hassan Ag Fagaga, à la frontière malienne, voyez-vous un peu. Et donc, j'ai envie de dire, au-delà des leaders des mouvements séparatistes et terroristes, on ne me dira pas qu'ils sont tous dans les montagnes. C'est sûr que certains sont à la frontière ou bien derrière la frontière de l'autre côté.
Et le Mali gagnerait, encore que c'est sa sécurité qui est menacée, à trouver les mécanismes, les moyens pour aplanir les différends avec l'Algérie afin d'assurer la sécurité aux frontières entre les deux États. Docteur Zoungrana, quand Alger dit qu'elle consulte ses acteurs pour suite à donner à l'accord d'Alger de 2015, l'accord de paix d'Alger de 2015, est-ce que c'est convaincant quand on sait que cet accord, finalement, ne représente plus rien et que sur le terrain, les hostilités ont même repris entre l'armée malienne et les séparatistes? Est-ce que, comme le dit Moussa, il n'y a pas une autre raison assez profonde qui se cache derrière cette tension qui vient de naître? Moi, je pense que c'est dommage qu'on en arrive à là parce que, comme il a dit, ça fait les deux pays partagent 1325 km pour être exact. Ça veut dire qu'il y a une certaine interdépendance. Et à mon humble avis, je trouve que l'Algérie, diplomatiquement, n'aurait pas dû procéder de cette manière. D'autant plus que, non seulement l'accord d'Alger, tout le monde sait que cet accord ne fonctionne plus. Et qu'est-ce que l'accord dit? C'était intégrer les groupes terroristes, et pas terroristes, les groupes armés, rebelles, Touaregs dans l'armée, et ensuite que l'armée puisse occuper Kidal. Ça, c'est un non-événement en ce moment. Parce que l'armée est à Kidal, l'administration s'installe à Kidal, et ces groupes armés sont en tout cas dans la nature. Donc aujourd'hui, si on doit les rencontrer, à mon humble avis, et ce que le Mali dit, c'est un comportement inamical. C'est le terme qu'ils ont employé. Donc, c'est pour dire que si on doit rencontrer ces acteurs-là pour discuter des accords qui nous lient avec ces protagonistes-là, on aurait dû quand même être informés. Et pire, on invite celui-là qui tire à boulet rouge à longueur de journée sur, en tout cas, les dirigeants actuels. Bon, quand même, ils ont raison de se... Et il était reçu par le président de la République. Justement, il se demande pourquoi, en tout cas, cette diplomatie, j'allais dire, active pour rencontrer tes ennemis. Ce n'est même pas ses adversaires. Donc, pour moi, je trouve que l'Algérie aurait dû... Moi, je suis un peu dans la logique de Moussa. Je pense que le rapprochement du Mali, du Niger et du Tchad vers le Maroc peut être une, en tout cas, des pistes de réflexion. Vous avez dit le Tchad, c'est plutôt... Oui, il y a le Tchad, le Niger. Oui, le Tchad, c'est le Niger, c'est le Mali, c'est le Burkina, les 4 pays. Le Tchad est dedans. Parce qu'à la rencontre, le Tchad a été représenté par son ambassadeur. Donc, du coup, je pense que l'Algérie n'a pas besoin de ça. D'autant plus que nous sommes dans la même idéologie. Ce sont tous des panafricanistes, ce sont tous des gens qui ont une idéologie anti-impérialiste. Je pense qu'ils ont intérêt... Non, je parle de l'Algérie, quand même qui est anti-impérialiste, qui doit travailler, qui sait quelle est l'importance, en tout cas, de la souveraineté d'un pays. Je pense qu'il gagnerait à se rapprocher du Mali parce qu'on n'a pas besoin d'une autre crise. Ça ne nous arrange pas. C'est qu'on veut aujourd'hui que les Africains regardent dans la même direction. Si tout n'est pas se laisser divertir par l'extérieur. Parce qu'aujourd'hui, si les deux là sont en conflit, vraiment c'est dommage. Justement, Diallo, avec tous ces fronts auxquels le Mali fait face aujourd'hui, terrorisme, rébellion, est-ce que Bamako pourrait se payer le luxe quand même de se mettre à dos son puissant et très influent voisin algérien? Parce que là, cette crise-là a atteint un certain niveau. Quand on en arrive à rappeler mutuellement les ambassadeurs, ça veut dire que quand même, c'est aller un peu loin quand même. Oui, tout à fait. En fait, c'est ça aussi qui rend complexe la lutte contre le terrorisme. Parce que la solution ne se trouve pas sur un territoire donné. La solution est à plusieurs endroits. Donc, c'est la capacité des acteurs en présence à fédérer leur énergie pour pouvoir donner une solution quand même acceptable à la crise qui peut permettre effectivement de faire sortir de la situation difficile que vivent nos États. Ceci étant dit, c'est vrai que l'Algérie préside en fait le comité de suivi des accords d'Alger de 2015. Et donc la partie algérienne estime qu'elle rencontre les autres acteurs parce qu'elle a su la présidence en fait du comité de suivi. C'est ça. Voilà. Sauf que la partie malienne rétorque qu'en réalité, même si vous êtes président du comité de suivi, s'il y a des rencontres à faire, il faut tenir informé la partie malienne. Et pourquoi pas même convoquer aussi les deux acteurs, c'est-à-dire à la fois ceux qui relèvent de l'autre camp que ceux qui relèvent aussi du camp malien. En réalité, c'est une différence d'approche, de méthodologie dans un contexte assez particulier où l'Algérie elle-même
perd un peu en fait du terrain. Non, mais il faut dire que sur cette question, pour équilibrer sa démarche, l'Algérie avait aussi invité quelques jours plus tôt le mouvement pour le salut de l'Azawad. C'est un groupe signataire allié des autorités maliennes de la transition. Oui, tout à fait. Mais en fait, la partie malienne estime que le contexte n'est pas favorable parce qu'ils sont en conflit au niveau du nord, parce que les combats continuent au nord. Je pense que c'est plus le contexte que autre chose qui a amené les autorités maliennes à réagir, en fait, puisque les combats sont en vue. Or, en relation diplomatique, soit on est en discussion et puis c'est les thématiques, c'est la discussion qui se mène, ou bien on est en conflit et puis bon, c'est la guerre. Voilà. En fait, c'est ce contexte difficile. Et deuxièmement, comme ils l'ont rappelé, en fait, l'Algérie est un peu en mauvais terme avec le Maroc, qui veut donner accès aux États du Sahel, qui veut permettre aux États du Sahel d'avoir accès à l'océan Atlantique pour écouler certainement les produits. Donc, c'est pour dire que c'est une situation difficile. Mais je suis d'accord que la résolution du terrorisme passe par la case Algérie forcément. Et comme ils l'ont si bien dit, l'Algérie est presque dans la même doctrine que le Mali. Parce que ce sont des gens aussi qui sont panafricanistes, qui sont trucs. Et donc, on doit pouvoir trouver une solution qui fédère tous ces acteurs qui sont importants dans le dispositif pour pouvoir espérer avoir une solution de crise. C'est pour dire que c'est vrai que c'est une tension qui est là. Nous regrettons cette tension. Et nous appelons les parties maliennes et algériennes à mettre l'eau dans leur vin et à s'assurer qu'ils peuvent parler d'un minimum. Parce qu'en réalité, c'est quoi? L'Algérie et le Mali partagent une longue frontière qui fait que toutes les actions que vous allez mener, si l'Algérie déstabilise, si l'Algérie proteste ou bien l'Algérie travaille à mettre des bâtons dans vos roues, vous êtes sûr que ça va vous compliquer davantage la tâche. Or, dans un dispositif où les Maliens ont déjà beaucoup souffert, c'est mieux d'aller peut-être à la table des négociations. Et puis bon, inclure même trouver un mécanisme institutionnel qui puisse prendre en compte à la fois l'Algérie, le Tchad et la Mauritanie dans le dispositif avec les États de l'Alliance du Sahel. C'est ça qui peut permettre d'avoir une paix vraiment transversale dans la région. Parce qu'on ne peut pas instaurer une paix dans un territoire contigu si les alliés, si les voisins ne sont pas en paix. Et si vous avez remarqué, quand la crise a déclenché en Libye, c'est elle qui a contaminé le Mali. Et le Mali, à son tour, nous a contaminés. Donc, on appartient, aujourd'hui, on se retrouve dans une même case et on a intérêt, en tout cas, à arrondir les angles pour pouvoir avancer. Voilà. Et l'Algérie, je pense que l'Algérie aussi, elle a une politique étrangère assez opaque. Parce qu'en 2012, si vous vous souvenez, le Burkina Faso s'était engagé aussi à apporter sa pierre dans la résolution de la crise malienne. Mais quand vous avez remarqué, à un moment donné, autour de 2014, les Algériens nous ont court-circuité. Parce que c'est le président Blaise Compaoré qui gérait le dossier. Mais en même temps, les Algériens ont récupéré ça. Et voilà. Est-ce que ce n'est pas plutôt les Maliens qui ont émis la volonté d'aller vers les Algériens? Oui, mais les Algériens étaient déjà jaloux de la diplomatie que le Burkina Faso était en train de mener. Parce qu'ils estiment que le Burkina Faso, bon, c'est un petit pays, ils comprennent pourquoi c'est lui qui va être un enjeu. Peut-être que ce n'est pas que ça, parce que n'oubliez pas que les Maliens aussi nous accusaient de soutenir en sous-main la rébellion malienne. Non, donc, je comprends. Voilà. C'est pour dire que c'est l'Algérie, en fait, mais tout ça, c'est l'Algérie en fait qui a suscité ça et qui a mis le discrédit. Nous n'avons pas des informations sur ça. Je suis d'accord. L'Algérie qui est suscité, c'est des hypothèses. C'est des hypothèses. Non, je suis d'accord. Oui, allez-y. Ce qu'il fallait retenir aussi, c'est que quand vous prenez les grands terroristes là, les leaders terroristes, la majeure partie sont venus de l'Algérie, ils sont installés à Kidal. Et si Kidal est tombé, je pense que l'Algérie a aussi peur que ces mêmes-là ne reviennent en Algérie. C'est comme ce qui s'est passé en Libye. Quand la Libye est tombée, les grands leaders qui sont revenus au Mali, vous avez vu en tout cas le feu qui est parti. Donc je pense qu'ils sont un peu inquiets, mais là où ce n'est pas intéressant, ils peuvent rencontrer les acteurs, mais il ne coûte à rien d'appeler quand même les autorités maliennes pour dire voilà ce qu'on a envie de faire. Mais si vous êtes assis entre temps, vous savez que votre adversaire est en train de rencontrer, en tout cas celui qui est censé être celui qui doit nous donner le débat, tu as réellement raison de t'inquiéter. Surtout que l'imam Mamoudou Diko est très virulent contre le pouvoir en place et on sait quelle est sa capacité de nuisance. Je pense qu'ils ont raison quand même d'objecter. Mais vivement que la paix revienne. On est en train de finir. Je suis d'accord sur ça, mais ce qu'on reproche à l'Algérie, il faut aussi le reprocher pour une question d'équité à nos trois pays-là, qui ont reçu Guillaume Soro. Alors qu'on sait, tu le disais. Non, même si est-ce que c'est dans le même contexte? C'est pas dans le même contexte. C'est pas dans le même contexte. Mais ici, non, c'est pas dans le même contexte. Mais justement, quand on parle d'acte inamical, c'est ça. Ouais. Mon voisin, j'ai un ennemi qui parcourt le monde, dont l'objectif c'est de me faire partir par les moyens
peut-être non démocratique. Et quand on étale le tapis rouge, je peux aussi dire que c'est un acte inamical. Non, mais on là... est d'accord. Non, je suis d'accord. Le sujet n'est pas l'ordre du jour, mais Moussa, je ne veux pas deux poids, deux mesures. C'est tout. Non, mais là, ce n'est pas le même contexte. On revient. Ce n'est pas le même contexte parce que là, les trois pays, Burkina, Mali, Niger, ne sont pas forcément en odeur de sainteté avec Abidjan. Vous comprenez que ces pays en veulent un peu à Alassane Ouattara d'être la locomotive un peu de toutes ces sanctions de la CEDEAO contre... Mais, sinon, Guillaume Soro ne pourrait pas peut-être aller au Bénin. Donc, je comprends. Donc, vous confirmez ce que je dis, oui. Parce que je ne suis pas en odeur de sainteté avec toi. Je pose des actes inamicaux en recevant quelqu'un qui veut détruire le système. Non, ce que je dis, c'est que ce n'est pas le même contexte. On va avancer. On y va. On revient sur l'Algérie. Oui. Quelle est la question sur l'Algérie? La question, c'est de savoir finalement, vu que ces deux acteurs, enfin, ces deux pays n'ont pas le choix que de collaborer. Parce que là, Bayala vient de le dire, c'est 1325 kilomètres qu'ils partagent avec cette crise qui perdure. Non, finalement, quelle devrait être la posture? Est-ce qu'il ne devrait pas revenir rapidement sur la table de négociation? Oui, du reste, quand vous regardez un peu le profil des responsables terroristes et consorts, il y a quand même des Algériens aussi dedans. Hein. Il y a eu des Algériens, il y a tout. Donc, je comprends. En fait, il y a deux choses. Un, pour des questions de sécurité, l'Algérie ne veut pas, comme l'a dit Zoungrana, que ces terroristes-là reviennent sur son territoire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Et je pense que, un peu comme le Burkina, le Mali et le Niger se sont associés pour essayer de gérer la zone des trois frontières, je pense que dans ce même esprit-là, le Mali et l'Algérie pourraient aussi trouver des mécanismes pour gérer la frontière. Donc maintenant, je pense que le reste, un peu comme là, je suis d'accord avec Diallo, peut-être que c'est l'approche qui a différé, mais je pense qu'une fois que les intérêts mutuels sont mis devant, je pense qu'ils pourront trouver une entente. Bayala, dernière intervention sur la question. On est en train de finir. Sur la question, j'ai envie de dire, le pays qui a le plus à perdre dans l'État, c'est le Mali. Très honnêtement, très sincèrement, à défaut de contenir le terrorisme à l'intérieur, les Algériens édifiés par les grandes puissances internationales ont aussi exporté le terrorisme. Parce que le terrorisme, il a été pensé, sécrété et exporté par les États-Unis et les soutiens français et autres. Je pourrais donner des exemples. Attention à ces déclarations. C'est pas moi qui le dis. Attention à ces déclarations. Mais cite les sources quand même. C'est pas moi qui le dis. On va aller sur... Je pourrais citer la source, mais je vais très rapidement. Je pourrais citer la source, mais je vais très rapidement pour dire, dans le cas d'espèce, l'armée malienne poursuit sa marche inexorable pour la restauration de l'intégrité territoriale. La semaine dernière, elle est récupérée à Guilok. Elle met le cap désormais sur Tessalite. Après Touadéni, elle va lentement et sûrement approcher vers les frontières algériennes. Ce qu'il convient de faire en l'État, c'est de renforcer sa flotte aérienne, c'est de renforcer la sécurité aux abords des frontières. Il faut aussi que l'Algérie, c'est l'une des premières puissances militaires du continent africain. Il faut que pour tenir dans ce jeu qui se dessine, elle aussi, elle se réagadise, elle se réarme militairement, techniquement et moralement, pas seulement. La médiation, je pense que l'avenir, l'Algérie, c'est désormais un has-been. L'Algérie, c'est désormais un has-been qui va assurer la médiation. Ce n'est pas la CEDEAO non plus, c'est peut-être l'Union africaine ou encore les Nations unies ou tout autre grand pays africain, je pense à l'Éthiopie. L'Algérie devait également essayer d'explorer ces pistes-là pour que la paix revienne totalement et définitivement dans l'intérieur de ses frontières. D'accord. Donc vous pensez que l'Algérie n'est plus le bon acteur pour la médiation parce que finalement l'accord d'Alger a carrément échoué. Tout à fait comme l'accord du Ouagadougou. D'accord, on vous aura compris. Alors, je crois qu'on est à la fin de cette émission. Je rappelle que nous étions sur ce plateau avec Moussa Sawadogo, journaliste, consultant et formateur dans les écoles de journalisme. À sa gauche, Adaman Bayala, lui aussi journaliste, formateur dans les écoles de journalisme. Karim Diallo, vous êtes juriste, administrateur civil et spécialiste en développement institutionnel. Et enfin, à ma droite, tout juste à ma droite, Dr Zoungrana, enseignant-chercheur, maître de conférences en littérature orale à l'université
Joseph Kizerbo. Messieurs, merci d'être venus une fois de plus. Merci d'être fidèles au poste, comme on le dit. Et puis, chers téléspectateurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain pour un autre débat. D'ici là, portez-vous bien. Excellent programme sur notre chaîne. Bonsoir.